Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un épisode qui n'était pas prévu. On aurait sans doute parlé de ce film un jour, ça c'est une évidence, tant c'est un classique, on a envie de dire, du cinéma bis. Mais c'est un petit peu l'actualité qui nous a fait changer nos plans. Normalement, nous avions un film sélectionné par Jason, mais ce sera pour le prochain épisode. Pour une raison malheureusement pas très positive, puisqu'il s'agit de la mort d'un acteur culte, à savoir notre cher, notre légende, on peut le dire, Chuck Norris, qui est décédé le 19 mars à l'âge de 86 ans. Donc pour l'occasion, on a envie de dire, on avait envie de parler d'un de ses films, parce qu'on n'en avait encore jamais fait sur Nanarologie, on n'avait encore jamais fait un seul film de Chuck Norris. Pourtant, il y a de quoi faire parce que le monsieur, il a plusieurs films à son actif, des cultes premier degré comme La Fureur du Dragon, très célèbre affrontement qu'il faisait avec Bruce Lee, et qui est objectivement un très bon film, je vous conseille de le regarder. À l'époque où il avait encore le droit de perdre à l'écran. Tout à fait. La seule et unique fois. Non, après on avait un peu plus connu et récent, c'est Expendables 2, qui est un peu vraiment son dernier rôle au cinéma, parce qu'après il y a eu d'autres trucs, mais c'était des trucs en IA et machin. Ça, j'ai pas envie vraiment d'en parler. Mais même en côté nanar, on a, et côté action burné canon, on a les fameux portés disparus, notamment le troisième, qui est la réplique culte de il met les pieds où il veut, et c'est souvent dans la gueule. Oui. On a la saga Delta Force aussi, on a Sidekicks, et on a l'Esprit de la forêt où il joue un hippie qui se transforme en ours. Donc voilà, on a beaucoup de choses à réprimer, évidemment. Selon nos générations, c'est le cultissime Walker Texas Ranger du dimanche après-midi, en famille, en rediffusion sur TF1. Voilà. C'était le prétexte idéal pour aller faire tes devoirs, tu vois. Exactement. J'avoue, je pouvais pas blairer Walker Texas Ranger. Vraiment, c'est une série, je mais putain, mais c'est nul. Mais bon. Après, c'était l'époque où j'étais en train de découvrir vraiment les séries, et du coup j'étais à fond dans Lost et les trucs avec genre des fils rouges et machin. Et quand t'as Walker, où t'es en mode mais ça pourrait être la saison 2 ou la saison 5, et j'en ai aucune idée, j'étais en mode mais c'est pas possible de regarder ça, quoi. Non, mais vraiment, ça les quelques fois où j'ai regardé, je me suis demandé quand est-ce que l'épisode commençait jusqu'au générique de fin, quoi. Ah mais vraiment, ouais. Mais bon, c'était culte, avec notamment un célèbre crossover avec le flic de Shanghai. Oui, oh là là. Ça, c'était cool. Cultissime, bien sûr. Effectivement, on parle de Chuck Norris, l'acteur. Chuck Norris l'homme, c'était un vieil homme républicain, donc forcément, si t'étais pas blanc et hétéro, il n'était pas très fan de toi, voilà, ça on peut le dire. Mais on va se concentrer sur Chuck Norris, la légende, et pas Chuck Norris l'homme sur cet épisode, en vous parlant de Invasion USA, célèbre film d'action de la Canon. Pour m'accompagner, vous l'avez déjà entendu intervenir, mais c'est Zach. Comment vas-tu ? Ça va super bien, et toi ? Écoute, moi ça va. Hein. C'est forcément triste par rapport à Chuck Norris, mais 86 ans, on peut le dire, c'était quand même une belle vie. C'est clair, et puis bon, hein, il fallait comme tu l'as dit en intro, il fallait bien qu'on mette les pieds dans le plat un jour, et oui. C'est l'occasion, quoi, donc... On voulait pas se retrouver avec la bite dans un Tupperware, donc il fallait bien faire quelque chose. Nous avons Elodie avec nous. Comment vas-tu, madame ? Ça va. Bon, je vous avoue que je suis encore un peu sous le choc parce que à force de faire des blagues sur sa force exagérée, son charisme incommensurable, on en avait presque oublié qu'il n'était pas réellement immortel, donc... Ça fait quelque chose quand même, hein, même si bon. Alors que Michel Drucker, lui, il est toujours debout. C'est le Highlander. Exactement. C'est la règle. Il a survécu à Lionel Jospin. Il faut le décapiter. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que quand tu vas sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est là où tu vois l'algorithme, il est fort. Et j'ai énormément de gens qui parlaient de Chuck Norris. Par contre, Lionel Jospin, j'étais 2 tweets, hein, tu vois, c'était vraiment. Ah ouais, l'algorithme est très étrange, mais tout à fait.
On pourra pas faire de film de Lionel Jospin parce que lui c'est pas un acteur. Enfin si, c'en était un parce qu'il était politicien, mais voilà, on peut pas faire un sujet sur lui. Oh, allez, elle était facile. Bah, il a pas... Ah non, c'était le RPR qui avait quasiment un film à sa gloire. Non, oui, c'est... Et tout à fait. Oui, c'est pas le PS. Et lui n'était pas là-dessus. Mhm. Ouais. Et donc vous l'avez entendu justement, les dernières personnes de notre équipe. Le petit nouveau qui est arrivé récemment, c'est notre bon Chakma. Comment vas-tu, monsieur ? Oh ben moi ça va, parce que bon bah heureusement qu'il est décédé de Chuck Norris, parce que sinon il aurait fallu rendre hommage à Bruno Salomon et puis regarder Gamer. Ah bah Oui, tiens, oui. allez. On pourrait faire... C'est Gamer, Gamer, je connais, Gamer c'est dur. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors c'est qu'Invasion, vrai. ça va. Ah, Ouais. Même si c'est pas mon Chuck Norris préféré, parce que moi c'est Non, Forest non plus. Warrior quand il se transforme quand il arrête une tronçonneuse à la main et il se transforme en ours. Oui. L'esprit de la forêt, il est vraiment cool. Et moi, mon préféré, ça reste Braddock. Portée disparue 3 pour le côté un petit peu, j'ai envie de dire, Rambo 2-esque des choses. En mode, bon, on a perdu le Vietnam, mais il va y retourner. Et là, il va gagner. T'es en mode, ok. Non, C'est ce côté historique qui me plaît C'est bien. surtout, ouais, Beau on a projet. perdu le Vietnam, mais pas vraiment perdu le Vietnam. On a Non, plutôt ouais, voilà. abandonné c'est le parce qu'on n'avait combat. pas envoyé alors les qu'on aurait vrais pu gagner. hommes. Oui, non, c'est pas c'était ça le problème. On a abandonné, on n'a pas Euh, perdu. Voilà. C'est ça, les États-Unis non, ne tout perdent à fait. pas. Je ne dirais pas que ça a pas. Je Oh, dirais pas non, que c'était non. raté, je dirais que ça n'a pas Ça marché. a été trop fait, ça. Qui était, voilà, on est à peu près autour de ça. Donc, du coup, juste pour donner un tout petit peu de contexte au film, qui est quand même très connu, je pense qu'il n'y a pas trop de... Enfin, en tout cas, dans le monde du nanar, Invasion USA, c'est assez connu. L'affiche de lui en mode akimbo avec deux flingues et sa tenue 100% de jean. Bon, bah voilà, c'est culte. Mais du coup, le film date de 1985, donc vraiment, on est en plein dans la canon et son influence sur le cinéma d'action américain, ultra burné, ultra patriotique et compagnie. Et un autre film très connu dans ce style qui, on pourrait croire n'est pas lié, mais en fait c'est lié, c'est que Invasion USA devait avoir une suite qui était Avenging Force avec notre cher Michael Dudikoff, notre American Ninja. Et ben là-bas c'était prévu comme étant une suite à Invasion USA. Et c'est d'ailleurs toujours indirectement le cas puisque le personnage de Michael Dudikoff dans Avenging Force, il porte le même nom que le personnage de Chuck Norris. Donc voilà, peut-être que ils ont conservé ce truc-là. Hunter, quelque si, chose, c'en ça est une suite. Voilà. Mais on va pas se mentir, on va le dire tout de suite. Les personnages dans Invasion USA, on s'en fout. Oui. On va l'appeler Chuck Norris. C'est ça, voilà. Ce sera Chuck Norris. De toute Ce façon, sera Chuck c'est Norris. Chuck Norris. Hein, c'est- Oui, complètement. Oui, non mais voilà, c'est ça. Mais de toute façon, voilà, Chuck Norris dans tous ses films, qui se rappelle un nom d'un de ses personnages à part Walker justement. Personne. Chuck Norris. Enfin. C'est vrai, je il y a eu un révisais, petit merde. instant de réflexion. Non mais justement, c'était vraiment pas une question piège. Je n'ai pas la réponse non plus. Sachant qu'en plus, Le mec, c'est Chuck Norris. Avenging Force, donc la suite de Invasion USA, chez nous, c'est American Warrior 2. Et il y a un problème, c'est que American Warrior 2, il existe aux USA, c'est American Ninja. C'est-à-dire que nous, Non, mais les titres de toute voilà, façon. c'est qu'American Warrior 2, nous, en fait, après il y a le problème, c'est-à-dire qu'il y a un American Warrior 1, mais l'American Warrior 1 chez nous, c'est en réalité American Ninja 1. Enfin, c'est un bordel pas possible en plus. C'est le début du. Ouais, non, voilà. c'est toujours compliqué. C'est le début du bordel en C'est plus. toujours le bordel. Bah, c'est Ouais, les ouais, nanars en bon, général, hein, ceux qui ont plusieurs titres, ceux qui. Oui. Voilà. On a l'habitude. Oui, voilà. Enfin, vraiment, les multiples titres des nanars, ça a toujours été une source de plaisir réel. oui. Et ce film ne fait pas exception, en tout cas ses suites. Petit aussi rappel, alors on parle de la canon pour celles et ceux qui nous découvrent ou qui découvrent le nanar à travers ce podcast. Bah déjà, bonjour, bienvenue. On est là pour parler nanar et vous ou mauvais film. Et on essaye de montrer un peu la distinction entre les deux et on vous conseille ou pas le film dont on parle. Mais la canon, c'est une merveille. En fait, c'est une boîte de production américaine qui a financé des tonnes et des tonnes de films et ce n'est que de la bisserie.
c'est de la nullité totale, mais c'est merveilleux, c'est de la bonne nullité. C'est du Superman 4, c'est du Invasion USA, c'est voilà, des films avec Chuck Norris, les trucs débiles avec un mec qui tue une armée à lui tout seul. Tu peux être sûr qu'il y a quasiment 6 chances sur 10, si c'est dans les années 80, que c'est la canon qui est derrière. Ça peut être du film de science-fiction nul à chier, bah ils sont là aussi. Et vraiment, c'est merveilleux, la canon nous manque. La canon nous manque. On a besoin encore de films comme ça à notre époque, mais non, c'est une merveille des années 80. Et au milieu de tout ça, il y a Torrent d'amour, il y a le Roi Lear de Godard, et il y a aussi un film sérieux avec le Superman justement, avec Christopher Reeves, qui a en plus été nommé aux Oscars dans le lot. Où il joue un journaliste, qui enquête dans les bas-fonds de la ville. Ok. Bon, on en apprend tous les jours. Un film de la canon Bah aux oui. Oscars, ok. Pourquoi pas. Enfin, en tout cas, ils sont aussi derrière Bloodsport, American Ninja. Ah, c'est Joe. Non, c'est un autre. Ouais, non. Non, La Rue. Oscar nominated film Joe, Runaway Train et Street Smart. Ils ont Street 3 films Smart, qui- voilà, c'est ça. Et c'est Street Smart, du coup. Street celui Mark, avec, ouais. Street Mark, d'ailleurs par Jerry Schatzberg, qui a fait l'épouvantail. Et il y a aucun lien. Il y a un lien avec Invasion USA, puisque l'épouvantail, dedans il y a un acteur qui s'appelle Richard Lynch, Oui. qui joue dans Invasion USA. Invasion USA. Tout à fait. Mais c'est aussi eux qui sont derrière la trilogie des ninjas. Donc, les American Ninja, justement. Exterminator 2, c'est eux. On a aussi Delta Force. Enfin, voilà, on a les Charlie et la chocolaterie dans la canard, ville. quoi. C'est... Ouais, mais vraiment, oui. Un justicier dans la ville, mais pas le premier, celui qui est bien. Non, les suites. Le 3 et le qui sont 4. merveilleux, mais pour d'autres raisons. Et notamment Breaking 2, Electric Boogaloo, qui est culte à cause de son titre maintenant. Life Force, fantastique film de vampire de l'espace avec de Tobe Hooper. Enfin, voilà, Beamstar. ils sont plein de merveilles. Vraiment, la canon. Regardez des films de la canon. Il y a plein de bonnes choses. Ça fait grand plaisir. Silent Night, Bloody Night aussi. Oh, oui. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Ils ont plein de choses, c'est fantastique. Enfin bref. Du coup, j'ai assez parlé. On va... honneur aux dames. On va parler d'un film très américain, comme son nom l'indique. Et quelque chose qui est très américain en ce moment, c'est son rapport avec l'immigration. Elodie, est-ce que tu pourrais nous raconter la scène d'introduction, s'il te plaît ? Eh ben déjà, cette première scène, vous commencez à me connaître, il y a un petit jukebox dans ma tête qui s'allume de temps en temps. Là, je vois ces images de boat people sur leur bateau à la dérive, machin. Et là, la petite musique qui s'allume, ça me fait « Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés. » Enfin bref. C'est Gold avec la chanson sur les boat people. Donc voilà. Du coup voilà. Et d'ailleurs en parlant de petites musiques qui restent, je ne remercie pas Mills sur le Discord parce que tout le week-end j'ai chanté moi je veux être un homme comme Walker Texas Rangers. Bref, voilà. Tout le week-end. Bref, donc ces pauvres boat people, on a l'impression que ce sont des immigrés cubains, je crois qu'ils disent, qu'ils sont cubains, pardon. Et là, les gardes-côtes arrivent au loin, et au début, ils se disent qu'est-ce qui va se passer ? Et le chef, le capitaine des gardes-côtes s'approche, serre à la main, et là, ils sont soulagés, c'est bien, l'Amérique va nous aider. Sauf que là, à ce moment-là, ils sortent un flingue et ils butent tout le monde. Ouais. Et ils récupèrent ce qui ressemble à de la farine de contrebande cachée dans la cale, c'est ça ? En même temps, ce sont des Cubains, donc c'est normal. Et voilà, l'Amérique. America fuck yeah. C'est ça. Et ce qui est fou en plus dans cette intro, c'est que les mecs, ils leur donnent l'espoir avant de les tuer. Oui, voilà. Ce qui est d'une gratuité.
Voilà, si jamais ils Ce sont s'étaient des méchants contentés très juste méchants. de les arrêter ou même juste de les fumer, bon pourquoi pas. Mais là vraiment, il y a toute une mise en scène à base de oui, bienvenue en Amérique, et ouais, on s'applaudit et tout, avant de fumer tout le monde en commençant par le plus vieux de la bande quoi. Waouh, waouh, du Ça commence sadisme très à fort. l'état pur. Hein. Ouais, clairement. Oh là là. Mais bon, c'est pas le seul truc de. Notre méchant est très sadique parce qu'il y a une autre scène un peu plus tard où il aime faire souffrir. C'est un méchant très méchant, tout à fait. Et le bateau, au passage, transportait de la cocaïne. Mhm. Ça peut être important pour l'avenir, pas du tout. C'est vraiment un truc qui est amené. On va pas raconter tout de suite l'histoire parce qu'en fait il y en a pas, mais vraiment il y a vraiment pas d'histoire. Vraiment il y a pas d'histoire parce qu'il y a une tentative de quelque chose avec la cocaïne et ça n'est jamais rapporté après. Ouais, Donc vraiment ça sert à rien. Enfin bref, ils sont forts. Mais du coup, c'est là où on introduit le mythe, la légende, Chuck. Shakema, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le quotidien de Chuck dans ce film au début, en tout cas avant l'incident qui fait qu'il va s'attaquer aux méchants. Alors, Mais c'est déjà un homme avant et un vrai, et on le sait. on a Chuck Norris sur son overboard, torse-poil. Il vadrouille le long du marais. Et puis il s'arrête avec son pote le pêcheur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se bagarre à main nue avec un alligator. Puis le pauvre alligator, il finit Voilà. attaché une corde autour de la gueule, maîtrisée. Il dit merci, il dit salut à son pote le pêcheur et il remonte sur son overboard, le torse au vent, les marais, Chuck. Mais qui m'a volé mon journal intime? Ouais. Qui a enregistré mes rêves? Ouais, c'est bizarre. Vraiment chelou le truc. Mais ouais, non, c'est vrai. Vraiment, on pourrait pas faire plus marque de pub pour le parfum si on le voulait. Vraiment, c'est un truc genre un bon gros truc genre parfum du désert ou pour les hommes les vrais, enfin un vrai truc burné. Odeur de redneck. On est complètement vraiment. Ouais. C'est marrant, ça sent ma cousine. Vraiment, c'est les rednecks, hein, excusez-moi. Évidemment, Gratuit. fait ce qu'on a. Hein. Mais ouais. Du coup, alors en vrai. On peut redire, la drogue en fait elle sert juste pour une scène, mais après c'est pas ramené quand même. C'est que le garde-côte il a chassé ce truc pour récupérer la drogue, pour la donner aux mafieux. Mais en fait ça sert à rien, parce que vu ce qu'il va faire après. Ouais, donc finalement non, ça sert à rien. Vraiment ça sert à rien. Donc le méchant très méchant il a récupéré la drogue et il va essayer de la donner à des mafieux. Alors dans un bordel. Et je dis pas dans un bordel genre un truc mal rangé, littéralement dans un bordel, un endroit avec de la prostitution. Il se fait fouiller, il va voir, et c'est là qu'il nous offre la seconde scène où c'est un méchant très méchant. Zach, est-ce que tu pourrais nous décrire déjà quel sentiment tu as ressenti après cette scène? Parce que j'avais définitivement mon cerveau qui me faisait ouh. Donc qu'est-ce que toi t'en as pensé? Dis-nous tout. Que globalement être un bailleur social c'est pas facile tous les jours et qu'il faut parfois arrondir les fins de mois. C'est ce que je me suis dit à la fin de la scène. Mais bon, oui, globalement effectivement il rentre dans un bureau de contrebandier, mais ma foi fort bien agencé, genre tu pourrais croire que c'est le bureau d'un reporter ou d'un comment dire, d'un détective privé, que ça ferait pas tâche quoi. Il se fait accueillir du coup par un méchant, très méchant gominé, accompagné de son assistante qui joue avec un couteau papillon. Et à mon avis, c'est de ça dont tu parles, parce que tu nous as dit pendant l'enregistrement que à 3 minutes à peine avec ce couteau papillon et tu perds un doigt, quoi, globalement. Hein, Mais vraiment, oui. Vraiment, oui. Et puis là, surtout, enfin bon, malheureusement, les personnes impliquées vont perdre plus que leurs doigts avec ce truc-là, mais c'est vrai que quand tu la vois jouer, t'es en mode... Ouais, dangereux. Exactement. Mais enfin bon. Donc du coup, il fait mine de livrer la drogue. La fameuse assistante
teste la coke en question en se prenant une paille de fer, histoire de goûter le produit. Et là, patatrac, gros coup sur la tête, la paille coincée dans le nez. Ensuite, bagarre, coup de flingue dans l'entrejambe du pauvre dealer qui avait rien demandé. Et surtout, l'assistante en question qui passe à travers la fenêtre, mais qui est jetée au ralenti. Waouh. Assistant, c'est un métier à risque, on ne le répétera jamais assez. Hein. Ouais. Alors, cette Très scène-là, clairement. on a tous fait aïe. Aïe, aïe, aïe. Bah, ouais, enfin déjà quand tu vois toute la paille enfoncée dans le nez machin, c'est mode oh là là, c'est terrible parce que tu ressens très clairement, enfin voilà, tu comprends tout à fait le sentiment du truc. Mais alors le tir de flingue dans les couilles, vraiment, t'es en mode mais putain, enfin c'est gratuit quoi, c'est tellement gratuit que c'en est incroyable. Et qu'après derrière elle dit bon t'as déjà eu de paille dans la gueule, bah attends vas-y, t'en reprends une, t'en as pas pris assez dans la gueule pour moi, et t'es en mode mais putain mais c'est bon quoi. Enfin, Mais ce qui est trop bien, c'est que proportionnellement quand même, on est d'accord que l'assistante elle prend beaucoup plus cher que le dealer quoi. bah, le dealer il s'est clairement vidé de son sang très rapidement. Bah. Mais alors elle a C'est souffert ce que j'allais dire. le temps qu'il s'occupe du chef, et après il est en mode non mais je vais te défenestrer, en plus on sait Mais jamais. voilà, parce que... Mais putain. Et, Ce qui et est alors, vrai, ce qui- Oui. le dealer dans cette scène, c'est une gueule connue du cinéma bis, puisque c'est Billy Drago. Billy Drago qui va rejouer ouais. dans un film avec Chuck Norris, puisqu'il joue dans Delta Force 2. Et il va jouer aussi avec Kevin Costner et Sean Connery dans Les Incorruptibles. Et il finit passé Oui, par la oui. fenêtre d'ailleurs. Enfin, il est balancé d'un toit dans Les Incorruptibles. Il s'est fait spoiler par son assistant. Voilà, pareil. c'est... Et juste pour celles et ceux qui regardaient Charmed, c'est aussi l'acteur qui jouait le démon de la peur Oui. Oh. dans plusieurs épisodes. Alors là. C'était facilement un des meilleurs acteurs qui jouait les méchants dans cette série. De toute façon, je crois qu'il a eu un peu tout une à fait carrière où notable. jouait que des méchants, quasiment. Puisque ouais, moi, je le connais dans un film... Être dans le physique, il a une tête Voilà. à être un méchant. Parce qu'il jouait dans un film qui s'appelait Freeway, où il jouait un prêtre, mais un prêtre qui soigne les pêcheurs en leur tirant dessus au fusil de chasse. Voilà. Bon, ça... Ouais, ça. Après, tu Enfin, pêches en plus, tout tu me cas, diras. Enfin, en tout cas, cette scène d'échange de drogue, machin, elle n'a servi strictement à rien, on est d'accord. Parce que du coup, il est parti. C'était juste pour étaler le fait que Voilà. c'était un méchant. Il a laissé la drogue, il s'est barré. Donc voilà. Oui. Et c'est l'aubergiste qui est revenu, effectivement, qui gère les lieux, qui s'est barré avec la drogue, et on le reverra jamais. C'est ça. Voilà. Donc vraiment, juste, il y a eu de la drogue ramenée et fin. Et dans votre... Ok. Et il n'y a aucune conclusion logique de rien, donc c'est super. Et Bah, je- habituez-vous parce que dans ce film, ça arrive souvent. Ouais, Oui. et pareil, le fait de faire le parallèle entre justement la thématique de l'immigration et l'hyperviolence, globalement, c'est la DA du film. Hein, Oui, d'ailleurs, en parlant effectivement immigration, le méchant, il a un accent d'Europe de l'Est. Oui. Bon, Le mec s'appelle Roscoff, donc probablement un russe. Mais, enfin, Rostov, pas Roscoff, mais bon, vous comprenez que c'est la même chose. Globalement, on est là-dedans. Et du coup, l'accent, alors ça, c'est une saveur particulièrement française. On a regardé le film en français. Oui. On a 2-3 accents. C'est pas, on n'est pas dans le racisme, mais C'est on vrai, est quand c'est même vrai dans que le c'est ah, C'est pas la, c'est notable. c'est pas la pire VF, Le- mais elle a une couleur cette VF. Quoi. Il y a des choix, il y a des choix, voilà. On l'a pas encore introduit lui, mais le bras droit de Rostov, le Mexicain, Oui. lui, il est presque au niveau de Eric Estrada dans Honey Boy. Hein. On n'est pas très loin de. Il a aimé les soleils, il a manipulé. Ah, On n'est pas loin de ça. Il y avait... Oui. On n'est pas très loin. Autant il y a des Rostov, il a un personnages où petit effectivement, accent c'est la russe, etc. Ça va comme petit accent russe. Mais alors son bras droit, là, celui qui le trahit, il a aimé les soleils, il a aimé manipuler. Voilà. Et on a aussi un asiatique qui lui, ils se sont pas fait chier, ils l'ont fait directement parler avec l'accent le plus fort possible. Ouais. Et c'est tout ce qu'il nous dira. Donc voilà. Mais alors du coup, donc là cette piste là cette sous-intrigue de la drogue qui ne menait nulle part est déjà terminée, puisque du coup il n'y a aucune conclusion de rien. Donc ok. Mais là on commence une nouvelle sous-intrigue. Il faut faire revenir Chuck Norris parce que c'était le meilleur des meilleurs. C'est pas un homme, un vrai. Enfin si.
mais c'était aussi le meilleur des meilleurs. Et il faut le faire revenir. Donc du coup, on a un monsieur en costard-cravate qui arrive dans le bayou. Aucune réelle introduction de qui est ce personnage. Mais il entre chez Chuck sans prévenir, bien sûr. Et donc, c'est en fait quelqu'un qui travaille pour la compagnie, ce qui est très général. Mais bon, c'est probablement CIA, voilà, un truc comme ça. Ou un truc de l'armée, enfin bref. Oui, voilà. En tout cas, ils sont en mode, bon, on a besoin de toi. On a besoin de toi parce qu'il va y avoir une attaque de grands méchants. Et bon, on sait que tu... Et alors, en plus, Chuck il a dit, ouais, mais je travaille seul, machin, foutez-moi la paix. Donc, t'es en mode, ok, donc c'est vraiment le meilleur des meilleurs, parce que si on a besoin de lui, alors que le mec il bosse tout seul, c'est ok. Et on dit, ouais, mais attends, il y a probablement Rostov. Et là, tout de suite, t'es en mode, ok. Maintenant, c'est personnel. Voilà, tout à fait. Et voilà, le pays a besoin de lui, bien sûr. Donc voilà, ça rejoint tout ce truc-là. Et c'est là qu'on a une autre scène où on dirait que ça revient d'un journal intime de quelqu'un, très clairement. À savoir le rêve. Zach, toi qui as écrit le scénario en pensant à Chuck Norris, en étant couvert d'huile près d'un feu de cheminée sur une pote bête. Non, mais ça va. Est-ce que tu pourrais nous décrire, deux petites noisettes la scène de flashback deux petites noisettes de beurre de cacahuète sur les tétons et ça y est, tout de suite on me fait passer pour un pervers. Non, mais... non, mais voilà. Est-ce que tu pourrais quand même nous décrire cette scène j'ai envie de dire c'est un flashback, mais presque un fantasme en vrai sur certains éléments. Est-ce que tu pourrais nous décrire cette merveille? Bien sûr, à la gloire de Chuck Norris. À la gloire exactement, tout est à la gloire de Chuck Norris dans le respect, on oublie. Et dans cet épisode. Exactement. Alors, pour le coup, on a une soirée toute sympathique qui s'annonce dans la résidence sous haute sécurité d'ambassadeurs. Et donc, on a notre cher Rostov, un peu frustré de pas être invité à la fête, qui a envie de faire savoir qu'il est là, tout en étant du coup planqué dans les jardins avec une arme d'assassin. Et donc tu t'attends à quoi? À ce qu'il sorte une sarbacane avec une fléchette empoisonnée, un fusil de sniper? Non monsieur, ce n'est pas ce genre de film. Il sort un patator extrêmement aussi impressionnant que hors de propos, puisque le projet derrière tout ça, c'est de faire exploser l'ambassadeur et sa charmante compagnie. Ce n'était sans compter, bien sûr, sur le seul et l'unique, le beau, le magnifique, Chuck Norris, qui va savoir comment s'est épée derrière lui. C'est ça. Qui réussit du coup à popper dans son charmant col roulé noir intégral. Qui cache un peu ses muscles, mais bon, on va pas... C'est important à préciser, quand même. C'est de la gourmandise à ce stade-là. Et qui, du coup, le menace d'une arme à feu dans une scène avec une tension palpable. Je ne donnerai pas la nature de la tension, bien sûr, mais sacrée tension, quoi. Et donc, après avoir lentement retiré l'arme de sa tempe, il lui fout un coup de pied bien senti dans la gueule. Et c'est là que tu te rends compte que cette scène était un rêve. Puisque Rostov en question, il est full trauma de Chuck Norris. Son pire cauchemar, son obsession, c'est justement de lui régler son compte. Et voilà. Et selon ses dires, la seule personne au monde à pouvoir faire capoter ses plans, c'est lui. Et donc cette scène-là, elle était censée illustrer cette peur maladive, quoi. Mais ouais, il y a vraiment rien avant son réveil qui nous fait comprendre que c'était un rêve, quoi. Ouais, non mais en plus c'est là où on voit l'obsession pour le personnage de Chuck, parce qu'effectivement t'as tout le truc du non mais il y a que lui en fait qui peut nous bloquer. Tout le reste c'est sûr qu'on va gagner, mais si lui il intervient, on est mort. Ouais. Et du coup il y a une obsession, alors qu'ils ne savent pas à ce moment-là que Chuck est impliqué dans l'affaire. Ils ne sont pas du tout au courant, mais ils sont toujours en mode non, faut vraiment faut qu'on s'en débarrasse, c'est trop c'est ça. Mais là clairement à ce stade Chuck Norris il est pas impliqué vu qu'il est complètement reculé du monde, il vit dans son bayou, il a rien demandé à personne, donc c'est le meilleur moyen
qui viennent se mêler de tes affaires. Je veux dire, c'est vraiment con, quoi. Mais surtout, le gars des forces spéciales, là, du bureau ou du comité ou de je ne sais quoi, là, qui vient le voir, qui lui dit, oh là là, il est de retour, on n'a absolument rien essayé, on a trop besoin de toi. Il y a rien qui justifie d'aller le chercher tout court, en fait. C'est pas comme s'il y avait... tu vois, des flics pourris ou juste une menace trop grande ou quoi que ce soit. Ou même que l'antagoniste est juste inattrapable, un vrai fantôme et tout. Il y a rien qui justifie absolument ça, quoi. Bah, même Et un truc ouais. tout con, les USA, c'est gigantesque comme pays. Donc eux, ils sont en Floride. Comment ils peuvent se douter que Chuck Norris est en Floride? Il aurait pu être à Los Angeles, il aurait pu être à New York, il aurait pu être dans le fin fond de l'Alabama, ou dans les Rocheuses. Ouais. Mais là, il va nous en empêcher, mais je sais pas, l'intuition sacrée. Un radar à Chuck Norris, il rêve de Chuck Norris parce qu'il sait qu'il est dans la ville, je sais pas, c'est... C'est pas globalement. Et puis encore une fois, quelle introduction. On n'en a pas parlé à la scène d'avant, mais la manière dont le costard cravate s'introduit littéralement par effraction dans la maison Oui. dans la cabane de Chuck Norris, de nuit, à pas feutrer, en regardant à droite à gauche, on aurait dit un cambriolage ou quelqu'un qui prépare un sale coup, quoi. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui vient demander un service, quoi. Et encore moins quelqu'un du gouvernement. Enfin... Ah non, si vous avez un agent fédéral qui rentre chez vous par effraction en pleine nuit, légalement, vous avez le droit de lui mettre un coup de pied dans les noix. Hein. Donc, n'hésitez pas. Oh, il avait juste oublié Oui, de mettre son logo ça, c'est- ICE, c'est tout. Oui, Ouais. Non, mais en plus, enfin, aussi pour réinsister quand même sur le côté, ouais, non, mais il est vraiment très dangereux. Vraiment, le méchant, il est en sueur dans la chambre Ah oui, quand il oui, se réveille. il est paniqué, vraiment. Vraiment, il est terrorisé. Il n'y a que Chuck qui peut faire quelque chose. Hein. Vraiment, faut absolument le tuer avant le début des opérations. Voilà, donc t'es en mode, mais ok, donc on essaye même pas. En fait, le pire, c'est qu'ils auraient pu faire une scène où t'as Chuck qui intervient une première fois, et après t'es en mode, ok, le méchant, il est en mode, non, si là il est là, faut qu'on se concentre d'abord sur lui, et après on fait l'opération. Ou même tu Et fais... comme il est même pas encore intervenu, t'as vraiment ce truc en mode, mais pourquoi il. Enfin, le film, il est pas dans l'ordre en fait. Bah oui, ou même tu fais un truc classique, je sais pas, le méchant qui a une grosse cicatrice ou une main perdue et t'apprends que c'est Chuck qui lui a fait ça, du coup tu justifies Oui. le trauma, je sais pas, un truc pété, mais là vraiment y a rien, quoi. Ah ouais, non. Enfin bon. Enfin, en tout cas, ils interviennent. Et du coup, ils arrivent en hoverboard eux aussi. Donc, ils savent où il est Chuck. Évidemment, ils explosent sa baraque. Ouais. Ils tuent le vieux qui était avec lui quand il punchait des crocodiles. C'est ça. Ils avaient un animal de compagnie tatou qui lui a survécu. Oui, il est trop mignon. On l'a vu. C'est le meilleur on l'a acteur vu. du film en plus. Vraiment, j'insiste Tout à fait. là-dessus, oui. Je l'adore, vraiment. Je veux l'appeler Et, Infogramme. et le vieux pêcheur, il s'en est plutôt bien sorti avant de mourir. Il avait lui-même tué 2 terroristes avant de se faire dégouiller. Donc t'es en mode, ok, donc, enfin, tous les gens sont chelous dans ce bayou, mais allons-y. Mais enfin, en tout cas, voilà, ils ont pété la maison de Chuck et ils ont tué le vieux. Donc forcément, Chuck, il a dit, bon, bah ça y est. Je veux bien revenir. On y va. Voilà. Donc, bon, il fait petite cérémonie rapide à son meilleur ami. Il fout le feu au reste de la baraque et au corps de son meilleur ami. Et on est parti. Et voilà. Là, il est temps que l'invasion commence. Et il s'est même Ouais. pas inquiété de son tatou. Ouais. Non, en effet. Mais il savait que le tatou allait s'en sortir. Voilà, c'est le tatou de Chuck Le Norris, laisser après libre. tout, hein. Ah, bien sûr. Pas trop de doute là-dessus. Et du coup... alors, Elodie, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu le débarquement, s'il te plaît Ah. Et je parle bien sûr du débarquement du film, hein, pas le débarquement... Quoique... le contexte historique du débarquement, s'il te plaît. En 1944. Non, en fait, on commence par une petite scène toute mignonne, qui était mignonne jusque-là, avant que ça n'évolue
autrement, on va dire. On a un couple sur la plage qui regarde, enfin qui sont allés se baigner en pleine nuit, et d'un seul coup ils aperçoivent des espèces de fusées de détresse ou quoi, et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça oh là là, ça vient vers nous. Oh puis on s'en fout, allez viens, on va se faire notre petite affaire là-bas sur la plage. Ok, alors qu'une personne normalement constituée, elle voit ça, elle se dit qu'est-ce qui se passe? Et Oui. là, il y a le fameux lieutenant de Rostov, dont je n'ai plus le nom d'ailleurs, qui débarque, qui les regarde et qui tire dans le tas. Voilà, comme ça. Qui arrive en mocassin. Oui, en mocassin dans le sable, c'est vrai, c'est pas précisé. Donc vraiment, tu sais que c'est un enculé. Voilà, je dis pas que les gens qui ont des mocassins sont des enculés, mais lui, c'en est un parce qu'il porte des mocassins et il va à la plage. Donc vraiment, pas une bonne personne. Donc voilà, aucun témoin pour assister au débarquement, mais vraiment, voilà, on aurait dit que Steven Spielberg s'était inspiré de cette scène pour faire le soldat Ryan. C'est vraiment exactement ça. Et t'as plein de bateaux qui arrivent et les mecs qui sortent, ils arrivent tous. Et en fait, t'avais des tonnes de camions aussi qui étaient prêts. Donc t'es en mode, ah ok, donc c'était préparé, ça a été organisé, machin. Donc il y a une armée de camions, une armée de bateaux. Et toi, ok, cool. Et dans cette scène, il y a vraiment un plan que voilà. je comprends pas. J'ai vraiment pas pigé. Parce que après avoir fumé le... Un seul plan, tu comprends pas? Eh oui, sinon j'ai tout pigé. Non, après avoir fumé le jeune couple, tu t'aperçois en fait qu'à côté de leur serviette de plage, il y avait une télé, une mini-télé Oui. allumée. Et après les avoir butés, ils regardent ce qu'il y a à la télé, genre un programme type sitcom, enfin une série, genre j'en sais rien quoi. Et ils se marrent Quand t'avais devant. dit, c'était probablement les craquantes ou. Oui, c'était voilà, vraiment une série dans ce style-là, du style des craquantes. Et vraiment, ils fixent l'écran, ils se marrent devant, et après, boum, débarquement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Trop bizarre, quoi. Ouais. Et on a aussi notre bon. Entre-temps, on a notre Chuck qui est en mode bon, je veux bien prendre la mission finalement. Je crois que c'était dans un bar sudiste parce qu'on avait des beaux drapeaux de confédérés. Alors, c'est un bar sudiste, c'est la toile de fond. mais avec un barman qui a la même veste et la même dégaine que Danny Trejo dans Une nuit en enfer. C'est vrai, ça on peut le dire. On est vraiment. C'est le Titi Twister, mais raciste. Donc voilà, la petite différence subtile. Voilà. C'est pas des vampires, c'est des mecs à capuche quand la nuit tombe. C'est ça la différence. C'est ça, c'est des fantômes, mais autrement. Alors du coup, j'allais faire encore une transition toute éclatée, alors qu'il n'y en a pas du tout. Chaque pas, toi qui détestes Noël, je sais pas, je n'ai pas cette information. Mais est-ce que tu pourrais... Parce que oui, ça on l'a pas précisé, mais Invasion USA c'est un film de Noël. est un film de Noël. Ah, c'est un film de Noël, oui. Il convient de le préciser, c'est vrai. Et oui, voilà. tout à fait. Et du coup, justement, on a une belle scène sur l'esprit de Noël. Est-ce que tu pourrais nous la décrire, s'il te plaît, parce que vraiment, elle est incroyablement gratuite, elle aussi. Alors, Irvine va essayer de vous décrire la scène comme une peinture. Alors, on est dans un petit quartier américain, des rues bien droites, des petites maisons, des pelouses bien taillées, et bien évidemment, la fête de Noël des sapins. Et là, on a un petit garçon et une petite fille qui se disputent pour savoir qui va mettre l'étoile en haut du sapin. Et c'est la petite fille qui gagne. Et la petite fille, elle met l'étoile sur le sapin. Pas très loin, dans la même rue, il y a un couple d'ados qui sont en train de presque faire des relations sexuelles en dehors du mariage. Et au milieu de tout ça arrive le méchant et son bras droit, qui regarde ça, puis qui est dégoûté par la magie de Noël. Et il a son lance-roquette. Et il s'ennuie avec son lance-roquette. Il voit les enfants qui s'amusent. Et lui aussi veut s'amuser. Et il tire une roquette sur une première maison. Et puis il tire une roquette sur une autre maison. Et il tire encore une roquette sur une autre maison. Ce lance-roquette est infini. Il n'y a pas de temps de recharge. Un plan, une roquette, une maison qui explose. Et l'arbre qui brûle. La magie de Noël, putain. Salaud. C'est vraiment le pire des méchants. Et par contre... bizarrement, alors que ceux sur la plage qui avaient aussi une relation hors des liens du mariage a décédé, là, l'autre couple a le temps de s'enfuir. Voilà.
Non, mais j'imagine que c'est comme ça qu'on s'amuse outre-Atlantique. Enfin, je pense que... Bah, surtout, ce sont des méchants très méchants. L'esprit de Noël, quoi. Ils s'attaquent à Noël, ils s'attaquent à notre culture. Ah là là, exactement. Hein, salaud. C'est donc ça le grand remplacement. Salaud. Avec évidemment... D'abord les camions et ensuite Noël. C'est quoi la suite? Notre fromage. Non, et en plus, il y a vraiment le truc avec la phrase bien cliché du ah, mais quand on voit toutes ces conneries, ça rend vraiment ça facile. Ok, enfin, vraiment. Enfin, les mecs, ils regardent Maman, j'ai raté l'avion avec une colère. Une rage en eux. C'est ça, voilà. Putain, mais Michael Culkin, je le retrouve, je le tue. Donc, ouais, non, vraiment, ok, les mecs, ils détestent Noël. Donc, ils pètent tout, effectivement, lance-roquette. Alors, lance-roquette, qu'on n'a pas précisé, qui est un lance-roquette infini. Hein, Oui, si. Puisqu'on voit pas le rechargement, mais bon, ils sont là. Ouais. Non, mais donc, ça, c'est super. Il a fait les codes de triche de GTA, je vois que ça. Hein. Sans transition, violence policière. Là, je veux même pas attribuer ça à quelqu'un, je vais le faire. On a une autre scène qui arrive, qui est encore une scène de bordel, parce que là, on est vraiment dans le truc du les méchants, ils foutent le bordel. Donc, on a des gens déguisés en policiers qui arrivent à probablement une quinceañera. En tout cas, on est à une fête très axée culture latino. Et ils arrivent tout à fait. Et du coup, on a des policiers qui arrivent et ils tuent tout le monde. Ouais, ils arrivent avec des fusils et ils flinguent. Ils tirent dans le tas. Ils tuent pas tout le monde, effectivement, mais ils tirent dans le tas. Et du coup, après, ils se barrent. Et ensuite, du coup, t'as la vraie police qui arrive. Et forcément, les survivants, ils sont en train de leur jeter des trucs à la bagnole et tout. Genre, en mode, cassez-vous et compagnie. Donc, vraiment, t'es en mode. Ok, donc c'est le bordel. Puis surtout, c'est que ça commence. Le cette scène de soupe communautaire commence quand même par. On est en présence d'adultes sensés, puisqu'on a deux gars qui discutent en disant tiens, viens, on va aller parler aux filles. Oui. Et là, attention, ce sont pas des youtubeurs. Il y en a quand même un qui dit mais non, elles sont trop jeunes. C'est ça. Voilà. Donc, oui. Norman Tavo n'est pas acteur dans ce, dans ce truc. Ou Indepanda, j'en sais rien. D'autres youtubeurs. Il y en a d'autres qui sont des pointeurs. Je connais pas genre de tous. balancer, Il y en a trop. Voilà. Mais ouais, effectivement. Je ne sais pas ce que cette scène raconte. Non, moi non plus. Là, globalement, on arrive à une succession de scènes d'action, d'explosion, tout ça, qui n'ont pas trop de sens, en fait. Hein. Non, vraiment pas. C'est juste pour installer le fait qu'il y ait une menace, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de scènes à la suite pour comprendre qu'il y a une menace? En mode, pas vraiment, mais bon, c'est peut-être pour rendre le fait que Chuck Norris va les tuer tout seul. Et créer le beaucoup chaos. plus impressionnant derrière. Montrer un peu le chaos. Vous êtes dans le ghetto, vous faites tirer dessus. Vous êtes dans une petite banlieue tranquille, vous faites tirer dessus. Nulle part vous êtes à l'abri. Nous sommes à l'intérieur, nous avons envahi les USA. C'est bien de ça. Le seul truc que j'ai trouvé, moi, c'est que comment dire, c'est pour montrer à quel point la journaliste en question attire les emmerdes, quoi. Oui. C'est-à-dire, la journaliste qui... là, le cliché de la journaliste... Qui a sans doute un prénom, hein. Oui, mais on peut l'appeler la journaliste. Hein. La journaliste groupie de Chuck Norris, on va dire ça comme ça, qui l'appelle tout le temps « Hey, cowboy !» pendant tout le film. Ouais. Donc, la journaliste en question qui est grande gueule et qui a des laissés-passer pour absolument tous les centimètres carrés de chaque scène de crime de tout le film. Elle réussit à rentrer sans se faire trop emmerder, comme quoi la liberté de la presse à l'époque c'était pas que des mots, quoi. Et voilà, et pour le coup elle était à la fameuse soupe communautaire et c'est là où il y avait la fusillade et plusieurs fois dans le film, dès qu'il va y avoir une situation emmerdante, elle sera là avant que ça parte en sucette, quoi. Mais alors là, on va vous parler d'une scène qui est pas très importante, mais qui est quand même l'effet spécial le plus impressionnant de l'histoire du cinéma, puisque nous avons Chuck Norris qui va dans les quartiers chauds
et qui se fait rembarrer par des prostituées, par des femmes. Oh, Voilà, ce qui était, bien sûr, on le sait tous, impossible. eh oui. On est d'accord. Ça n'est physiquement Non, pas mais- possible qu'on ne soit pas attiré par Chuck Norris. Si vous regardez la scène au voilà. ralenti, vous verrez que c'est des animatroniques, en fait. Oui, tout à fait. On va pas se- Vraiment, c'était difficile. D'ailleurs, certains sont devenus conscients et ont essayé de s'approcher. On a dû les tuer, bien sûr, mais voilà, on a réussi à trouver finalement, après plusieurs centaines de scènes de test, on a pu trouver des gens qui ont réussi à refuser Chuck Norris. Donc vraiment, bravo. Ça a été très compliqué à trouver. Eh oui. Enfin bon. Et en vrai, non, blague à part, c'est juste les pires prostituées de l'histoire du cinéma parce que vraiment, le mec, il les traverse juste et il a rien fait. Aucun regard de rien du tout. Et les prostituées, elles sont en mode bah, va te faire reculer, machin, t'as rien à faire ici. T'es en mode mais t'es pas censé attirer les clients. Non, mais c'est vrai. Elles sont- Tu fais mal ton boulot. Elles sont pas très commerçantes, quoi. Voilà. Ah bah vraiment pas, non. Enfin, vraiment. Ou alors elles Ça- attirent ça aide pas, quoi. un type de client très spécifique avec un fétiche bien particulier. Mais Oui, voilà. je sais pas. Ah, vraiment, oui. Hein. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est balèze. Mhm. Mais du coup, ça va nous amener bientôt à, justement, s'il allait dans ces quartiers-là, c'est pour retourner au bordel. Mhm. Et ça va nous permettre d'avoir une réplique absolument culte que tout le monde connaît. Mais s'il te plaît, Elodie, est-ce que tu pourrais nous reparler de cette scène et de cette merveilleuse réplique? Oui, alors on a dit à Chuck Norris qu'il pouvait peut-être trouver un des hommes de main de Rostov dans un bar. Bon, qui lui a dit, comment il... Je sais pas. Du coup, il va dans ce bar. Déjà, il tombe sur des latinos énervés qui sont en train de nettoyer leur voiture dehors. Et qui sont bien embêtés parce que personne ne les respecte, donc ils sont déjà bien énervés. Et là, il rentre dans le bar. Et il va voir le barman et en gros, il lui demande s'il connaît Rostov, où il peut le trouver. Et puis l'autre, en gros, il lui dit bah, je te dirai rien, et même si je savais, je te le dirais pas. Et là, déjà, il fait un move que j'ai adoré. Le barman est en train de tenir sa bouteille de bière dans la main. Et Chuck qui attrape la main du barman et qui serre le poing jusqu'à faire exploser la bouteille. J'ai adoré. J'ai adoré. Ah oui, parce qu'il lui fait le numéro du ouais, on n'aime pas bien les gens comme vous par chez nous. Voilà quoi. Juste histoire que montrer que Chuck Norris a la plus grosse quoi. Super. Et là, bah, en fait, pareil, il finit par lui dire que l'homme de main de Rostov est en haut, il est monté avec une prostituée. Et là, Chuck Norris arrive, lui plante la main avec un couteau dans la table de chevet, enfin je sais pas exactement, Oui. mais gratuitement. Et là, il commence à lui dire « Et où est Rostov ? Mais je sais pas. Et où est Rostov ? Mais je sais pas. » Et là, la prostituée qui était partie en catastrophe chercher de l'aide parce que son client se faisait agresser. Et il y a les deux latinos qui lavaient la voiture au départ qui... Enfin non, il y en a qu'un qui arrive au départ. Il y a qu'un seul latino qui arrive. Et là, Chuck Norris qui le regarde, qui lui dit « Si tu te pointes encore, tu peux repartir avec la bite dans un Tupperware. » Et ça, c'est français. Ça, c'est bien de chez nous, cette réplique. C'est fantastique. Oh là là. Ouais, Et c'est magique. je serais curieux de voir ce que ça donne en VO ce moment-là. Je ne sais pas, mais je sais que ce sera moins bien. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, il faut apprécier la VF et le cocorico. C'est mieux. Ça, c'était mieux, Eh dans oui. tous les cas. Ah là. Et donc Chuck Norris qui continue son interrogatoire. Et il est où Rostov ? Mais je sais pas. Il va, il vient. Je sais pas. Et là, la prostituée enfin la prostituée qui allait chercher des renforts. Donc Oui. notre latino revient avec son copain qui a des bras comme mes cuisses là. Il dit alors maintenant tu vas moins faire le malin. Chuck Norris qui regarde. Alors, qui fait, non, vraiment, il lui dit et tu vas faire quoi maintenant, connard ? voilà, tu vas faire Et quoi avec maintenant, l'accent. connard ? Et du coup, c'est trop bien. Et lui de répondre toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Exceptionnel. Exceptionnel. Et après avoir Vraiment. foutu une mandale au gros costaud, notre bon Chuck Norris sort une grenade qu'il met dans la main du mec et qui dit voilà, j'ai fini mon interrogatoire et je me casse. Il lui a pas du tout dit où se trouvait Rostov, mais Non.
Il s'en va. Ok. Et on va comprendre qu'il n'avait pas besoin d'avoir l'info. En fait, il l'a déjà. Il sait déjà tout. Il est déjà partout, concrètement. C'est un homme omniscient. Et omnipotent, bien sûr. Mais ouais, en plus, il lui donne la grenade pour que l'autre, il la balance immédiatement. Donc, il n'y avait pas vraiment de menace. Ben oui. Mais bon, ça a permis de faire exploser la bagnole des Mexicains. Donc, t'as mode... Ok. Du coup, t'as mode... D'accord. Mais c'est vrai que l'habit du Tupperware et le bavé sur les rouleaux à la suite, dans un seul et même film... C'est magique. C'est difficile de faire mieux. Hein. Oui, ça te réveille d'un coup. Enfin bref. Ouais. Alors du coup, là on peut faire une transition puisque alors on redonne un tout petit peu de contexte bien sûr. On avait fait un épisode il y a un bon moment maintenant qui était sur un film affreux, complètement affreux, détestable, qui s'appelait Les Chaventuriers de Noël, qui avait notamment une célèbre réplique, à savoir celle du centre commercial. Non, c'est Et, les chiens parce que mousquetaires. Les chiens C'est les chiens mousquetaires, oui, mousquetaires, voilà, ça. c'est ça. Ah, c'est Chien Mousquetaire, c'est les Chiens de Mousquetaire, oui, c'est les Le Chiens président, Mousquetaire. le Père Effectivement. Noël dans le centre Je commercial. confonds mes films d'animaux de Noël, je suis désolé. je confonds mes animaux de Noël. Alors que Les Chaventuriers, En tout c'est cas, un oui, super c'est les film. Chiens Mousquetaires. Il y a que Alors, toi qui pense ça, je crois. voilà, vraiment, Je mourrais, justement, Je mourrais sur cette colline. ah vraiment, mais tu mourras tout seul, et je vais pas t'aider, hein. Je vais tout de suite. Même limite, c'est moi qui le pousse. Donc, justement, tiens, toi qui essayes de défendre les Chiens Mousquetaires, dans l'erreur, hein, bien sûr, la plus totale. Chacun, Non, moi, c'est les de Chaventuriers. rogner au fait de... Oui, toi c'était les Chaventuriers, mais bon. N'empêche que tu dis que c'était pas si mauvais que ça, Voilà. alors que ça l'était. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu cette scène, toute cette séquence au centre commercial, parce que ça nous permet d'avoir justement l'arrivée de Chuck, Alors, déjà, et qui commence sa vague de vengeance. alors comment dire, bon, l'un des trucs qui est très connu pour Chuck Norris, c'est les fameux Chuck Norris Facts. Là, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas Chuck Norris qui traque les terroristes, c'est les terroristes qui croisent le chemin de Chuck Norris. Donc on est dans un centre commercial. Alors après la banlieue, etc., on est le centre commercial, encore un truc très américain. Alors des enfants, des familles, etc. Un nid à front qui attend qu'un flic ait le dos tourné, un agent de sécurité ait le dos tourné pour jeter un chewing-gum sur un 4x4. Et là, d'un seul coup, les terroristes, ça tire de partout. Il y a ça, les gens courent, etc., etc. Ils sont perdus, les terroristes sont là. Et là, l'espoir. Une énorme pick-up arrive, défonce la porte d'entrée du centre commercial, fonce dans les allées. C'est Chuck avec ses 2 Uzi qui commence à tirer sur tout le monde. Donc là, pareil, début de fusillade. Voilà, début de fusillade, les méchants, il y en a certains qui vont manger leur extrait d'essence, et d'autres vont prendre en otage une femme et monter à bord d'un 4x4 qui était en exposition, le 4x4 en fait qu'on nous avait montré où le Niafron avait jeté son chewing-gum. Et donc là c'est le début de la course-poursuite. Donc Chuck Norris, aidé encore une fois de la journaliste, qui va poursuivre le 4x4 des terroristes où il y a une pauvre otage qui est tenue par le cou et trimballée à travers le... en fait, faut imaginer, il y a le 4x4, il y a la pauvre dame qui est attrapée par le cou et le 4x4 qui roule et la pauvre dame qui essaye un peu de s'enfuir. Et sur le côté, Chuck Norris et la journaliste qui roule après. Et donc la course-poursuite, il sort du supermarché. Et là, déjà, on voit une petite voiturette de la sécurité du supermarché. Il voit ce qui se passe. Et la voiturette, elle a compris, elle fait pas le poids, elle fait demi-tour. Ensuite, la femme, la journaliste va servir à quelque chose, ce qui est assez étrange parce que dans ce genre de film des années 80, c'était normalement les héros qui faisaient tout, et elle va réussir à attraper et à sauver celle qui est prise en otage, en l'attrapant et en la tirant vers elle. Le 4x4 des méchants finit contre une bagnole, fusillade et les méchants meurent encore. Les méchants meurent. Voilà. Ah là 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 là. Et les méchants, Voilà. Bon après les méchants dans les films de Chuck Norris, ils sont là pour mourir. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça, Oui, voilà. mais comment dire, Mais bon, en tout cas, c'est que là ils sont morts. Donc ils ont rien pu dire. Je veux dire, Oui, non. oui.
C'est vrai. Voilà. C'est un peu comme, comment dire, dans 58 minutes pour vivre, un moment où quelqu'un fait dire à Bruce, dit à Bruce Willis, la prochaine fois que vous flinguez un de ces mecs, demandez-lui le code pour pouvoir décrypter leur communication. Bah là, c'est pareil, là, ils sont tous morts, donc il n'y a pas d'informations, notamment, ce qu'ils voulaient savoir, où est Rostov. Oui. Après, c'est là la différence entre 58 minutes pour vivre et Invasion USA. Dans 58 minutes pour vivre, effectivement, il y a un besoin d'information. Dans Invasion USA, Chuck Norris n'a besoin de rien. C'est ça, Il peut tout faire tout seul. Finalement, il n'a pas besoin d'aide. L'interrogatoire, c'est plus de la politesse qu'autre chose, parce qu'il va s'en sortir tout seul. D'ailleurs, il me semble que sur une des scènes d'action, je crois que c'est sur celle-ci, il y avait un des comédiens, enfin un peu plutôt doublure action, qui avait subi une explosion en plein dans la gueule, et en fait il avait subi une lacération au niveau du front. Ouf. Et il s'était pété un bras ou une côte ou machin. Et du coup il avait attaqué en justice le réalisateur, et voilà, je sais pas combien il avait gagné et compagnie, mais j'espère qu'il s'est fait pas mal d'argent, parce que se faire blesser sur Invasion USA, ça fait quand même mal au cœur. Oh, il y a pire, il y a mourir sur Resident Evil, le dernier chapitre. Oh, tout à fait. Tout à fait. Ou perdre un bras sur un autre film de Resident Evil. Ah non, c'est le même, c'est le chapitre final. Ah, c'est celui-là. Il y a eu un bras, il y a eu un bras perdu et un mort. Ouais, c'est ça. Ça valait vraiment le coup. Hein. Alors, en tout cas, il y a encore une scène magique juste avant la course-poursuite, qui a Chuck Norris qui reste accroché à la porte du pick-up des méchants alors qu'elle est en train de rouler dans les allées du centre commercial. Et lui, il en a rien à foutre, il fout des grosses patates au conducteur. Enfin, c'est magnifique, encore vraiment, une fois. Oui. Vraiment, oui. Et bon, évidemment, on est sur un film d'action des années 80, donc tout explose très facilement. Oui, ça, c'est... voilà. Globalement, il y a juste l'équivalent de l'épaisseur de 2 papiers de cigarette entre la coque d'une voiture et son réservoir d'essence, bien entendu, juxtaposé au réservoir de nitroglycérine. Hein. Sinon, c'est pas homologué. Hein, tous les 4x4, tous les pick-up Nissan sont équipés comme ça de série. Vous en trouverez pas un seul différent. Non, mais surtout, moi, ce qui me fait marrer avec cette scène-là, c'est que tout a commencé avec un pauvre colis perdu dans un centre commercial. Parce que là où les terroristes ont été nuls dès le départ, c'est qu'ils ont même pas été foutus de faire semblant d'oublier un colis quelque part, histoire de laisser une bombe, la bonne bombe, caricaturale qui fait tic-tac et tout, hein. Donc, voilà. Et juste parce qu'ils ont pas été foutus de respecter ce plan A, ils sont passés directement à la fusillade. Oh, putain. Non, vraiment, c'était catastrophique. Au secours. Ouais, non, ça c'est... Non, mais voilà, c'est incroyable. Mais en plus, c'est ça qui est bien avec ce film aussi, c'est que Chuck Norris, il est tellement fort à tuer les méchants que du coup, les méchants, ils sont stressés, et du coup ils sont tendus, du coup ils se tuent entre eux. Donc on a Rostov qui se met à remettre un coup de feu dans les burnes d'un allié. Donc t'es en mode, mais vraiment, mais bordel quoi. Oh là là, Rostov, on t'avait dit pas dans la bite. Mais oui, s'il te plaît, je vais devoir appeler les RH là, c'est quoi ce bordel? Mais clairement. Ça fait 2 fois que tu tires sur quelqu'un dans les couilles. C'est son signature move, c'est comme ça. Ouais, c'est son finisher. Écoute, Butters, on a beau avoir une cause, on ne tire pas dans la bite. Bah oui, voilà, s'il te plaît. Quand même, c'est compliqué. Puis c'est aussi à ce moment-là que le numéro 2, celui qui est juste en dessous dans la hiérarchie de Rostov, lui dit tu peux arrêter un peu tes conneries de vengeance à la con. Il y a le plan, etc. Faut absolument que tu restes là parce que les autres c'est un peu déminable. Voilà, c'est un peu déminable des têtes brûlées. On a besoin de toi. Ah ouais, le seul besoin de toi. Et c'est vrai que quand on voit que le vieux pêcheur en a flingué 2 d'un coup, oui, c'est un peu déminable quand même. Hein. Non, vraiment, le seul qui dit la vérité, le seul personnage sensé de tout le film qui est là en train de questionner le scénario, genre, non mais attends, mais pourquoi tu déploies autant de moyens pour un gars? On était au courant, là, on a perdu 15 de nos hommes, on a défoncé un centre commercial, et on n'a pas de résultat en plus, enfin, qu'est-ce que... Tu cherches quoi? Non, mais voilà, quoi, il remet clairement la santé mentale de son boss en question.
Et il a raison, au vu de la suite du Oui, film. oui, bah, bien sûr. Voilà, quoi. Quelle santé mentale! Je veux dire, il faudrait qu'il y en ait une Ouais, au oui. début pour qu'elle soit en chute libre, mais là, vraiment non, quoi. Mais alors, du coup, c'est là qu'on entame vraiment le dernier arc du film, à savoir Chuck Norris est Dieu, désormais. Il sait tout, il sait où tout le monde se trouve, machin. Il a pas les infos, hein, mais il sait. Donc, on va avoir juste des scènes maintenant, il va arrêter des méchants à divers endroits dans la ville. Il est toujours au bon endroit, il est toujours au bon moment. Il n'y a jamais de. Voilà. Il y a jamais d'enjeu ou de tentative de découverte d'infos. C'est juste, ok, il sait tout. Est-ce que du coup, Zach, tu pourrais nous décrire les explosions? La scène de la bombe. La scène de la bombe de la mallette explosive. Oh qui là vraiment là n'a là. aucun sens. Mais qui est merveilleux. Alors, bon bah pour ceux qui ont vécu ce que c'était l'état d'urgence et le couvre-feu du Covid, vous allez pas être dépaysés. Les chars d'assaut en moins quand même, parce que bon, on n'est pas non plus, on n'a pas le même budget décidément dans notre bel hexagone. Donc du coup, état d'urgence, la ville qui est complètement quadrillée, des tanks, des chars d'assaut. Des barrières de sécurité de partout. Est-ce que ça va arrêter nos charmants terroristes? Bien sûr que non. Est-ce que ça va arrêter même nos concitoyens américains? Bien sûr que non, puisque malgré le couvre-feu qui est clamé haut et fort dans les mégaphones, ceux-ci se rejoignent à la messe. Et quand je dis ils se rejoignent à la messe, c'est il y a bien la moitié du patelin qui est dedans, quoi. Il n'y a pas une seule place de libre. Là aussi, hein, autre vision, autre temps, autre mœurs. Mais surtout, les terroristes qui voient en cette occasion une aubaine incroyable, puisqu'ils veulent faire péter la messe, quoi, pour le coup. Certainement une expression du Nord. Mais donc, voilà, en tout cas, ils veulent... Bravo. Bravo. Mais voilà. Donc, du coup, ils veulent introduire une bombe à l'intérieur, parce que décidément, c'était moins 25% sur les explosifs de tout le film. Sauf que un petit peu comme la scène dans Ocean's Eleven où ils essayent de faire je sais plus c'est quel Ocean d'ailleurs, où ils essayent de faire péter la porte et où en appuyant sur le bouton il ne se passe rien parce qu'il n'y avait pas de pile dans la télécommande. Et ben c'est un petit peu la même scène, sauf que le problème c'était pas les piles, c'était Chuck Chuck qui était déjà là, Chuck qui a récupéré la bombe, va savoir comment, qui a rongé les câbles tel le castor, tel le, comment dire, tel infogramme au début du film, allons voir ça, et qui, du haut de son toit, encore une fois, tel le vigilante qu'il est certainement pour de vrai, enfin qu'il était certainement pour de vrai, leur dit votre bombe elle marche pas, bah tenez, on va voir si elle fonctionne bien. Et du coup voilà, il leur balance la bombe, il règle le petit souci, c'est-à-dire qu'il fait toucher deux câbles, ça fait des étincelles et badaboum. Du coup retour à l'envoyeur. De toute façon voilà, comme je l'ai dit au moment où on a regardé le film, toutes les scènes d'explosion globalement on pourrait renommer le film Chuck Norris Retour à l'envoyeur. Parce que vraiment, c'est de ça, mais pendant tout le film, quoi. Voilà, quoi. Ouais, Alors, non, c'est j'ai merveilleux. retrouvé la décision de justice pour justement le cascadeur Ah, qui avait été vas-y. blessé. Il a perdu. Ah C'est pas merde. vrai. Et si, il a perdu. Il Eh a oui. perdu. oh là là. Parce Ça doit que être- ça toutes doit les être une conditions clause. parce qu'en fait ils expliquent Ouais. en résumé, ils expliquent que bah non mais toutes les conditions de sécurité avaient été prises, etc., etc., et il était parfaitement au courant des risques encourus, etc., etc., mais qu'il y a pas de négligence de la part de la Canon, etc., etc., que Non, tout mais ça avait doit être été une clause. Ça doit être une clause dans les contrats de toutes les équipes qui tournent avec Chuck Norris. Genre, vous avez potentiellement, vous allez crever. Même la maquilleuse. Genre, vous avez une chance de mourir. Si jamais, voilà, vous regardez Chuck Norris plus de 3 secondes dans les yeux, potentiellement votre cœur s'arrête. Donc, vous devez signer la clause, quoi. Ouais, non mais voilà. Ouais, non, c'est vrai. Ok. Mais, Ouais. par contre, il y a aussi un petit Bon, truc. bah, Chuck Norris, c'est Il y a trop un fort. truc qui était un peu quand même pendant l'état d'urgence. Il y a quand même une scène pas crédible.
C'est que Mhm. donc là, les magasins sont seule obligés de se rationner. Non, non, mais les magasins sont obligés de rationner, etc. Donc ça se bagarre pour Oui. la viande. Mais nous, on l'a vécu le confinement il y a 6 ans. La réalité, on s'est plus bagarré pour le PQ que pour la viande. Exactement. Oui. Ah oui. Mais pour le PQ et le Nutella, Mais enfin vraiment, exactement. c'était ça. Mais, Les gens se battaient sur mais- ça. Mais surtout, j'ai aucune idée de la temporalité du film, mais il y a le temps d'avoir eu des pénuries ou un Non. état. Enfin, Mais non, ouais. ça fait au maximum 2-3 jours qu'il y a des emmerdes. Alors oui, ok, 2-3 jours, mais bon. Pas assez C'est pour la que tu sois en mode panique. ah putain, faut que j'aille acheter 6 mois de viande. Parce que voilà, je sais que les Américains, ça consomme, quoi, mais bon, c'est quand même. Enfin, Ouais, non, c'est Ah comme bah faut ceux. le nourrir le cholestérol. Hein, Ou mais- c'est comme ceux qui ont dit, ah, il y aura peut-être une pénurie, puis ils vont à la station essence et puis ils prennent 300 litres, et puis tout le monde fait ça, et Voilà. du coup, bah oui, il y a Oui, vraiment c'est ça. pénurie. Là, ils sont tous venus prendre de la viande, oui, et puis oui, voilà, voilà. il y a pénurie. c'est ça. La fameuse dame qui D'ailleurs, s'il y a ressort. des gens qui font ça et qui nous écoutent, allez bien vous faire foutre. Bien sûr. La fameuse dame qui ressort de Vous ses n'aidez courses pas. en disant je sais pas, j'ai tout pris. Oui, oui, C'est tellement je sais ça. pas, j'ai pris n'importe quoi. J'ai pris n'importe ça. quoi, voilà. Bah, en tout cas, voilà, les gens, on a la foule qui proteste. On a des méchants qui arrivent pour tirer dans le tas, mais bon, il y a Chuck Norris qui arrive, qui les arrête. Évidemment, parce qu'il était présent au bon moment, au bon endroit. Aucune explication, ça n'est pas important. Mais c'est là qu'on va avoir Speed avant Speed. Elodie, est-ce que tu pourrais nous décrire la scène du bus scolaire, s'il te plaît? Avec notamment le contrôle de Chuck Norris sur le temps qui Oui. passe, littéralement. Oui, oui, oui. Oui, alors on a une scène assez émouvante. On voit plusieurs parents qui envoient leurs enfants en sécurité à l'extérieur de la ville. Donc, bah, moi, ma première question, c'est mais pourquoi les gens ne fuient pas en famille? Enfin, logiquement. Mhm. Et du coup, tous les enfants de la ville partent dans un bus scolaire pour être mis en sécurité. Et évidemment, nous avons un terroriste qui passait par là, qui s'est dit comment être vraiment une ordure encore plus ordure que possible. Et ben, il va aller poser une bombe sur ce bus scolaire avec les enfants qui sont en plus tout gentils, tout tristes, ils chantonnent gentiment. Enfin voilà, un bus comme ça, j'ai jamais vu avec que des enfants personnellement. Et donc ouais, ils arrivent à accrocher une bombe sur la plaque d'immatriculation derrière. Et là, qui est-ce qui était là? Qui a tout vu? Heureusement, bah Chuck Norris. Chuck Norris, il a tout vu. Il arrive à rouler à hauteur du bus, à retirer la bombe en passant juste la main par la fenêtre. Mhm. Et puis en gros, il remonte jusqu'au terroriste. Il les regarde, il fait « Tenez, je crois que c'est à vous, ça » Puis il balance dans... Voilà. Oui, Retour à l'envoyeur. Non, et puis littéralement le montage il est affreux parce qu'on a des scènes où il reste genre 6 secondes et après il reste 9 secondes. Non, enfin voilà. Et après finalement quand le temps qu'il récupère, qu'il aille voir la voiture et machin, t'es en mode enfin ça aurait dû exploser 40 fois et non. Et du coup voilà, c'est là où il s'en sort. Tu vois, ok. C'est très bien, allons-y. Et enfin bref, c'est non, c'est incroyable cette scène, elle est incroyable, elle est Ouais. merveilleuse. Mais alors Mais par voilà. contre, moi ça m'a pas fait penser à Speed, ça m'a fait penser à l'inspecteur Harry, le tout premier où Ah oui. il y a Scorpio qui prend un bus au dos avec des enfants en otage et l'inspecteur Harry qui va sauter sur le bus pour neutraliser le preneur d'otage. Alors, moi, ça m'a fait penser à ça, moi, la prise d'otage de bus avec les enfants. Ça me fait penser à un épisode des Simpsons, moi, perso. Ça n'a rien à voir. Un truc qui n'a rien à voir. L'épisode des Simpsons qui parodiait le fameux épisode de la 4ème dimension. Avec comment dire, l'espèce de créature là qui défonce le bus scolaire, tout comme t'avais la créature qui défonçait l'avion dans... Oui. Voilà quoi. Tout à fait. Donc voilà. Bah, qui était littéralement un Gremlins. Voilà, Rémi, tout à fait. Qui était joué c'est avec terrible. dans la 4ème dimension, c'est William Shatner qui joue Tout à celui fait. qui voit le. Qui voit le Gremlins. Et aussi en dernière référence aux Simpsons et
Speed, ça me rappelle une de mes blagues préférées où justement il y a un scénario qui arrive un peu comme dans le film Speed au niveau du bus scolaire et t'as Milouz qui dit c'est comme dans Speed 2 mais dans un bus. Et je trouve ça incroyable. C'est tellement une bonne vanne. Vraiment, bravo. Bravo. Enfin, Alors d'ailleurs, Speed 2, est-ce que c'est un nanar ou c'est juste un navet? Parce que je m'en souviens pas du oh tout. non, nul. Le seul truc qui est bien, c'est Willem Dafoe qui surjoue, mais vraiment, non. Speed 2, spoiler, on ne fera pas Speed 2 sur Nanarologie. Speed 2, c'est naze. C'était mou du genou, les acteurs, ils étaient nazes. Enfin bref. En tout cas, petite pause un peu subtile et un peu métaphorique, parce que Chuck Norris, il vient de sauver plein de monde pendant toute la journée, donc là, il va se reposer dans sa chambre d'hôtel, où il est pas torse-poil, il est encore dans sa veste en jean, dans son jean, mais il est allongé dans son lit. Petite pause. Il se regarde un film d'invasion extraterrestre, très subtil bien sûr, parce que on a des envahisseurs qui ont lieu en même temps, donc vraiment on est sur un film très subtil, on peut dire bravo, bien sûr. Et il se fait arrêter. Parce que Chuck, il intervient quand même. Il intervient et ça commence à être chiant. Mais attention, c'était en fait un piège. Spoiler dès le début. C'était un faux truc qui se fait arrêter pour essayer en fait d'attirer les méchants. Parce que du coup, il avait prévu un plan avec le monsieur en costard. Et il avait un truc secret en mode il faut qu'on fasse ça et ça marche. Et il fait ah, mais tu te rends pas compte du budget. Et t'es en mode... En fait, quand tu vois la scène, tu comprends la réaction du mec parce qu'au final, tu te dis ah, c'est bon, il va y arriver. Et en fait, le plan impliquait l'arrivée d'une cinquantaine de tanks en mode très discret et tout. En mode ok, ouais, donc effectivement, c'était peut-être un plan un peu bizarre, mais enfin bref. Du coup, t'as les méchants qui sont arrivés pour essayer de tuer Chuck, mais en fait, ils se font encercler. Donc, on a toute l'armée américaine avec plein de tanks qui sont en train de tuer des méchants à l'intérieur, à l'extérieur, pendant que Chuck, lui, tue les gens à l'intérieur. Mais surtout, c'est que avant la confrontation avec les tanks, c'est que ce qui reste de l'armée de Rostov, ils attaquent une société de convois de fonds, piquent des convois de fonds. Et au départ, essaye de forcer les barrages de l'armée. Bon, on se dit normal, des véhicules blindés, donc de convois de fond, contre des gens armés, d'accord. Et au milieu de tout ça, il y a facilement plus de la moitié des troupes. Ils voyagent dans des putains de bétaillères. Donc, ça fait juste des cibles faciles. Et après, ils se préparent, etc. Et là, ils se font encercler par les soldats. Il y a un hélico qui arrive. Et qu'est-ce que font de toute façon, Rostov, il était pas là. Il était trop occupé à chasser le Chuck Norris dans les couloirs. Donc, comme on nous l'a dit plus tôt, c'est des minables, des imbéciles quand il n'y a pas leur chef. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont facilement plusieurs centaines d'hommes armés face à eux. Il y a un hélico. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur fusil puis ils essayent de dégommer l'hélico. Ouais. Des champions. Ah non, mais c'est Rostov, il était pas là, donc quand il est pas là, c'est des minables, hein, ils nous avaient prévenus. Ouais. On peut s'estimer heureux qu'ils aient pas tenté de jeter leur pistolet directement sur l'hélico, du coup. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Enfin bref. Du coup, alors, il faut quand même parler. Bon. Chuck Norris, il tue. C'est un mec qui tue. Ça, y a pas de problème. Mais par contre, on a un mec de l'armée américaine qui a l'air extrêmement heureux de tuer. Oh oui. Il est très content de tuer du terroriste parce que vraiment, le mec, il est avec... Enfin, il se tape une pause où il tient les recharges qui vont dans la mitrailleuse et machin. Il prend énormément de plaisir à tuer. On a des tanks qui sont tirés. Enfin, vraiment, l'armée américaine est très heureuse de se débarrasser des ennemis. Oui. On sent que quand ils sont 50 000 sur 1, c'est facile. On sent que voilà, comment dire, l'élément bloquant, c'était clairement pas le fait de mobiliser ces gens-là pour cette mission. C'était peut-être le budget éventuellement que la mission allait coûter, mais quand il lui a proposé l'idée et que le gars du gouvernement lui a dit non mais t'es complètement malade, ça, on n'arrivera jamais à faire ça. Le point bloquant, c'était pas de mobiliser les militaires. Eux, ils sont venus, mais gratuits. Il n'y a pas de problème. Ouais, et d'ailleurs, c'était aussi une mauvaise idée en termes de... Enfin,
en termes de comment ça s'appelle pour le budget du film, parce que il faut savoir que le film a coûté 12 millions de dollars et qu'en fait toute cette scène avec toutes les tanks et toute l'action, ça en a coûté 5 à elle toute seule. Et... Donc vraiment, t'es en mode, ok. Ah là là. Gros investissement sur la scène d'action finale, qui est pas, que je trouve pas si incroyable que ça sur la partie extérieure, en tout cas avec les tanks. C'est impressionnant le nombre, mais je veux dire, c'est pas rien de marquant. Ouais. Alors que notre Chuck à l'intérieur. Il est incroyable. Il se balade dans les petits bureaux vides, il tue plein de gens, il joue à cache-cache. Il fait une partie de Marco Polo avec le Rostov, il crie Rostov et l'autre il répond en tirant dans le mur. Non, puis c'est ça, c'est. Balader comme ça dans. Ouais, quand je le vois se balader comme ça dans des open space vides, à mitrailler sur tout le monde, je me dis que Matrix 1 aurait dû commencer comme ça. Oui. Mais en plus, Chuck, il a le 8e sens du caïman, parce qu'à un moment, il est face à un mur. Bon, de l'autre côté du mur, on te fait comprendre qu'il y a 2 terroristes, mais là, le Chuck, il est face au mur, et d'un seul coup, il prend son flingue, il arrose les 2 terroristes à travers le mur. Le 8e sens du caïman, il savait qu'il y avait le terroriste derrière. Voilà. Nous, on le sait. Oui, nous, on le sait. Mais le film, Chuck n'est pas censé le savoir, mais il le sait quand même. Voilà, il voit le film en même temps. Il est trop fort. En fait, Chuck, c'est le destin. Tu peux pas l'éviter, en fait. C'est le destin. Oui. Tu croiseras forcément ta route et ça sera forcément ta fin. Mais ça permet. Alors, du coup, on va laisser honneur à Adam et Elodie pour nous décrire le combat final qui n'en est pas un et qui est d'ailleurs vraiment une fin directe. C'est d'une violence dans sa rapidité. Est-ce que tu pourrais nous décrire la dernière scène d'action qui est aussi la conclusion totale du film, puisqu'on n'a pas de vraie conclusion? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien simple. En fait, il reste plus que Rostov. Tous les hommes de main sont morts. Et ils jouent à cache-cache. Comme je disais tout à l'heure, ils se font une partie de Marco Polo. T'as Chuck Norris qui crie « Rostov !» et l'autre il répond en tirant dans le tas parce qu'il est complètement paniqué. Et puis arrive enfin la confrontation. Ils tombent face à face l'un de l'autre. Et là, ils se font une espèce de duel au soleil avec chacun un lance-roquette. C'était assez incroyable. Et puis là, t'as Chuck Norris qui balance sa punchline habituelle, donc qui lui dit sans arrêt c'est fini pour toi, Rostov. Et là, c'est lui qui tire le premier. Boum, explosion magistrale. Rostov n'est plus. Et fin. Et il n'y a pas d'épilogue, il n'y a rien. Voilà, littéralement. Voilà. C'était l'invasion USA. Les méchants perdent, les gentils gagnent. Voilà. Alors que honnêtement, il se serait retourné, Rostov, et là, Chuck Norris lui aurait dit « Le gros vilain !» comme Léon dans Bienvenue à Raccoon City. Ça aurait pas eu autant de gueule. Mais alors, c'est pareil, la Canon, en fait, ils avaient piqué les films de ninja que faisaient les Hongkongais, puisqu'après ils ont fait leur propre offensive de films de ninja. Mais le truc, la fin, le méchant meurt, allez, fin, et on envoie le générique, c'est exactement la même chose qu'on voyait en fait aussi dans les films de Godfredo. Hein. C'est à croire qu'ils ont aussi piqué ça à l'oncle O, hein, parce que le Ninja Terminator, Crocodile Fury, etc. Les méchants meurent, les gentils ont gagné, allez hop, fin, allez, le générique, fin, voilà. Pas besoin de montrer une conclusion pour dire ils vivront heureux et seront... Hein non, fin, allez. Le méchant est mort, allez, va-t'en. Ouais, parce qu'en fait, comme on n'a aucun développement sur le personnage de Chuck, en vrai, on sait juste que c'était le meilleur des meilleurs, mais c'est tout. Et du coup, t'es en mode, c'est vrai que qu'est-ce que tu mettrais dans la conclusion? Genre, il rentre, il retrouve son tatou. Il va sortir avec la journaliste, mais on s'en fout, on s'en tape. Ou finalement, t'es en mode, non, il a explosé tout le monde, et il n'y a pas besoin d'avoir le reste, on s'en tape. Hein. Et t'es en mode, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on s'en tape. Non, il aurait pu éventuellement leur faire retrouver la paix sur sa cahute à nouveau rebâtie, puis le tatou sur les genoux. Ouais, voilà. Oh oui, ça aurait été trop mignon. Dans son rocking chair à regarder le soleil couchant sur le bayou. Bah oui, mais bon, vous ne l'aurez pas, parce qu'encore une fois, il a absolument zéro alchimie avec tout le reste du film. Est-ce qu'il sait qu'il joue dans un film? Franchement, je sais pas, parce que... En fait, on a juste filmé Chuck Norris en week-end. C'est ça, quoi.
Le mec balance des bombes du haut des toits des églises. Qu'est-ce que tu veux dire à ce mec-là? Oh là 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 là. Bon, enfin bon, c'était Invasion USA, quoi. En tout cas, c'était Invasion USA, bien sûr. Alors, je vais en profiter quand même. Je vais bien sûr. Je vais laisser le temps. Je vais laisser le temps à chacun de réfléchir. Donc, je vais vous demander d'ailleurs le classique, comme à chaque fin d'épisode, pour ceux qui nous découvrent. Déjà, qu'avez-vous pensé de Invasion USA et est-ce que vous le conseillez à nos auditrices et auditeurs? Et ensuite, une fois qu'on a fini ce tour-là, je redemanderai au même tour quel est votre Chuck Norris fact préféré. Donc, je vous laisse le temps de regarder, justement, en attendant. Donc, en attendant, voilà. Mais d'abord, Zach, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as pensé de Invasion USA et est-ce que tu conseillerais aux auditeurs et auditrices? Alors, ce que j'en ai pensé, c'est qu'effectivement, en fait, c'est pas un film. C'est dommage. Parce que pour le coup, ouais, quand tu regardes le truc, tu vois que il y a une intro avec voilà, toute cette fameuse intrigue d'invasion avec ce fameux Rostov et son organisation et tout ça. Du coup, comme tout film impliquant le fait de lutter contre une organisation, tu vois les membres de l'organisation faire des trucs, et pendant le film, tu te dis que les trucs en question vont avoir un rapport avec une certaine forme de plan, avec un objectif, et tu te dis, bon, c'est peut-être un peu flou, mais ça va peut-être être expliqué au bout d'un moment, sans parler, encore une fois, mais ça on en a déjà bien parlé, de l'implication de Chuck Norris qui est beaucoup plus que flou, voilà quoi, à la fois de ses motivations et de son hyper puissance, de sa toute puissance incarnée. Et en fait, il y a rien de tout ça. C'est-à-dire que concrètement, tu passes d'une scène à une autre et t'as l'impression que l'objectif, ça a été de dire qu'est-ce qui pourrait rendre les terroristes bien menaçants dans cette scène-là. Ouais, ok, la bombe dans le centre commercial, classique, mais ça fonctionne bien. Ah, du coup, ouais, fusillade, ouais. Et du coup, ouais, le fait qu'ils prennent d'assaut un entrepôt avec des camions. Ah ouais, pas mal. Mais à aucun moment, il y a une quelconque forme d'explication. Pareil, tous les trucs, les scénarios à base de drogue, rien du tout. Donc, ouais, bizarroïde, difficile à suivre. Alors, heureusement, ça donne quand même des situations suffisamment rocambolesques pour que je puisse le conseiller en étant bien accompagné et en regardant ça avec tellement, mais tellement de recul. Parce que si tu essaies de trouver un peu de sens dans le truc, ça va pas. Typiquement, c'est le genre de téléfilm que tu peux retrouver le dimanche après-midi, après un bon repas de famille, pendant que t'es en train de faire la vaisselle, quoi. Il y a que comme ça que tu peux le digérer relativement bien. Et puis bon, pareil pour le sous-texte, le sous-texte sur l'immigration, voilà, je dirais Pascal Pro sur 20, globalement. Niveau subtilité, on est là-dessus, hein, bien sûr. Donc voilà, vive le Bayou. Très bien, parfait. Bah écoute, Chakma, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Alors là, vous allez on n'a pas demandé aux gens s'ils avaient déjà vu Invasion USA, mais je partais du principe que tout le monde ici avait vu Invasion USA, parce qu'en vrai, c'est quand même un gros classico. Mais du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce revisionnage, je suppose? Dis-nous tout. Alors moi, quand j'étais ado, le petit Irvine, quand il était ado, sur TF1, il y avait un truc qui s'appelait Dimanche, 2 films sinon rien. Il y avait un film grand public, très souvent, qui était un blockbuster de cinéma, etc. Et en deuxième partie de soirée, il y avait toujours un film de série B. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les films de Chuck Norris. C'est comme ça que j'ai vu Delta Force 2, j'ai vu justement Invasion USA, etc. Et ben moi je regarde ce film avec mon regard d'ado de 13-14 ans. L'histoire est pas compliquée, il y a de l'action, on s'ennuie pas. Moi j'ai passé un très bon moment.
J'ai passé un très bon moment et moi je conseillerais ce film comme bon déjà comme nanar parce que le Chuck Norris qui nous fait des apparitions à la Benoît Magimel, on sait pas pourquoi mais il est là toujours au bon moment, toujours au bon endroit et en plus je pense que c'est un des Chuck Norris les plus faciles dans sa période nanar, un des plus faciles à aborder parce qu'il est bon, il est patriotique etc. Mais il est pas patriotique encore plus à l'excès parce que Delta Force 2, Portée disparue 2 et 3, le discours patriotique, il est ressassé pendant tout le film. Donc c'est en plus, et bon, il y a beaucoup d'action, etc. On s'ennuie pas, donc je pense que pour débuter, pour voir la film de Chuck Norris, bon, période nanar bien sûr, je pense que c'est un bon film. C'est le bon point de départ pour un Chuck Norris, pour la filmo de Chuck Norris. Mhm. Parfait. Ok. Très bien. Elodie, toi, qu'est-ce que tu as ressenti bien sûr sous l'émotion vis-à-vis de Chuck Norris, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film? Ah oui, pour moi, c'est le film de Chuck Norris par excellence, hein. On a de l'action bien bourrin, les clichés hyper patriotiques, les citations qui puent la testostérone à 100 mètres, le scénario qui tient sur un timbre-poste, puis aussi c'est une succession de scènes sans queue ni tête tant qu'il y a de l'action, mais voilà, après tout ça, c'est de la fioriture. Nous, on est là pour voir Chuck Norris. Voilà. Chuck Norris qui fait peur aux méchants sans avoir encore rien fait, seulement avec sa réputation. Chuck Norris qui passe les 2 tiers du film à dézinguer du méchant à main nue ou avec les armes qu'il trouve, à savoir des Uzi, un bazooka et même son propre pick-up. Chuck Norris, droit comme une braguette, le regard inexpressif, qui te balance une grosse punchline avant de sauver les civils en détruisant tout sur son passage, parce que, ouais, il le dit lui-même, l'important c'est le résultat, donc on pardonne tout à Chuck Norris. Bref, ce film-là, c'est une Chuck Norris fact à part entière. C'est un boxon général qui se repose jamais, et justement, c'est tellement trop que c'en est à crever de rire, quoi. Donc, oui, moi, bien évidemment que je le recommande. Tout seul ouais, ou avec une bande de copains qui aiment l'action bien bourrine. Pour moi, c'est un nanar culte et on passe à très bons moments, pour autant qu'on le regarde au second degré, bien sûr, mais franchement, ouais, je le conseille. Parfait. Écoute, je le conseille aussi très fortement, bien sûr. Alors, est-ce que c'est le meilleur Chuck Norris? Non, je pense qu'on l'avait dit en intro. Je conseillerais quand même un peu plus Braddock, Portée disparue 3 ou L'esprit de la forêt, bien sûr. Mais c'est vrai que ici, on a la bite dans le Tupperware, on a bavé sur les rouleaux, Oui. on a du bazooka infini, on a globalement la dernière demi-heure où Chuck Norris est globalement Dieu. Il sait tout et il n'y a aucune explication du rien, mais bon, il est au courant de tout et c'est fantastique. Donc, ouais, c'est pas. Non, mais c'est un classique, hein. De toute façon, c'est simplement un classique, messieurs, dames. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est un peu le cliché, voilà, mais bon, dans le monde du nanar, il faut avoir vu Invasion USA au moins une fois dans sa vie, je pense. Et voilà, je vous conseille très fortement si vous ne l'avez jamais vu. Et bien sûr, effectivement, en soirée, celui-ci il passe tout seul parce que il n'y a pas de. Voilà, c'est. Il n'y a pas vraiment besoin de suivre, donc on peut raconter des conneries dessus. Il n'y a pas vraiment d'histoire du tout, c'est juste de l'action débile et Chuck Norris qui est globalement Dieu. Donc voilà, il est fun à regarder, vraiment, il est léger, on peut y aller, ça peut être un très bon premier nanar, enfin vraiment, pas de problème dessus. Du coup, je vais en profiter, parce que je voulais pas vous piéger avec l'histoire des Chuck Norris Fact, bien sûr. Donc j'ai fait une petite sélection des miens en attendant. Du coup, il y en a un que j'aime bien, un peu littéraire, qui est Jean-Paul Sartre a dit l'enfer c'est Chuck Norris. Pas mal, Donc ça ouais. j'aime bien. Il y avait aussi Chuck Norris n'est jamais né, il était là avant. Donc ça voilà, c'est Ok. fantastique. Et un que j'aime beaucoup aussi, qui est simple mais efficace, c'est Chuck Norris n'est pas égal à lui-même, il est meilleur. Voilà, c'est tout simplement. Donc je ne sais pas si vous avez des Chuck Norris facts que vous voulez balancer en hommage Oh. à monsieur avant. Moi, Donc, dites-moi. j'en ai un que j'adore, que j'ai trouvé tu sais, des TikTok qui reprennent des extraits de vidéos YouTube. Ne faites pas ça Yes. d'ailleurs, hein, au passage.
où justement l'objectif c'était de ne pas rigoler, oh là là, le challenge que tout le monde fait, où il balançait du coup Chuck Norris Facts, et il y en a un qui a balancé Chuck Norris peut mimer anticonstitutionnellement. Ça l'allait bien. Alors moi j'en ai très bien, deux. ceci. J'en ai deux vas-y. que j'aime beaucoup. Chuck Norris fait des origamis avec des chips. Ça, c'est très bien. Ah, Et oui. le deuxième, là, j'étais pliée, c'est quand les parents de Chuck Norris faisaient un cauchemar, ils venaient dormir dans le lit de leur fils. Alors, moi, le mien, c'est simple, c'est Chuck Norris ne fait pas le ménage, il laisse 24 heures à la poussière pour partir. Très bien. Eh Parfait. oui, parfait. Et parfait aussi. Mhm. Ah là là. Ça va nous manquer. Bah écoutez, sur cette merveilleuse époque de l'internet où on faisait des Chuck Norris Facts, alors qu'à la base ça avait été fait je crois pour foutre de sa gueule, puis au final c'est devenu un même tellement connu et que Oh, bah, ça en a été Lui-même, truc lui-même en incroyable. joue extrêmement Ouais. beaucoup sur le En il y fait, a qu'à voir dans Expendables ah bah 2. sur la fin oui, ah bah littéralement justement sur Expendables 2 son apparition se fait avec un Chuck Norris Fact dedans, donc C'est ça. Parce qu'en vraiment fait, pour c'était ça, c'était se Ok. moquer des personnages qui jouaient ou qui étaient justement invincibles, omniscients, etc. C'était ça au départ, les tout à Chuck fait. Norris Facts, c'était se moquer un peu des rôles qu'ils jouaient, parce qu'en plus c'est plus ou moins toujours les mêmes. Et en fait, ça a plus contribué à sa popularité. Parce que c'était pas le seul qui était comme ça. Je veux dire que Dolph Lundgren dans ses films, pareil, il était toujours le meilleur, etc. Stallone et Schwarzenegger, mais il y a que sur lui que ça a pris. Mhm. Ouais. Non, mais voilà, et puis ça hein, des dédicaces, si jamais vous connaissez le jeu vidéo Broforce, qui utilise Oh à oui. mort cette imagerie de justement des héros d'actionneurs des années 80-90. Waouh! Et où du coup, l'un des ultis de Chuck Norris, c'est littéralement, il balance un truc explosif et toute la map fout le camp, quoi. C'est globalement le nuke. Donc, oui. Chuck Norris avec l'âge est devenu une Chuck Norris fact. Tout à fait. Mhm. Enfin, en tout cas, voilà, ça a été, c'est clairement une figure incontournable du cinéma bis. C'est un fait. Donc, il va forcément manquer, mais bon, tout le monde finit par nous quitter. En tout cas, ça n'enlève rien à sa légende et à ses films qu'on traitera. On finira par tous les faire, si le temps le veut bien sûr. Et si Chuck Norris, bien sûr, revient à la vie pour nous menacer d'arrêter, à ce moment-là, on le fera, bien entendu. Mais en tout cas, d'ici là, on va reprendre le programme classique. Alors, du coup, Jésus se fait sauter pour 2 épisodes, puisque là... oui, il se fait sauter. Il fait ce qu'il veut, bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Non, en fait, le prochain épisode, on va profiter de l'actualité avec la sortie de Mortal Kombat 2, puisque du coup, nous ferons un épisode sur Mortal Kombat Destruction Finale. Ce sera ça le prochain épisode. Et ensuite, Jason pourra nous proposer son choix qu'il devait faire pour l'épisode que vous venez d'écouter. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Écoutez, on a un Discord, le lien est dans la description, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, on a le lien en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a plein de gens très gentils. Et c'est très actif, donc ça fait toujours un grand plaisir d'être au sein de cette communauté. Oui, et venez nous poster des chansons à la con que je puisse les chanter encore. Tout à fait, n'hésitez pas. Et puis ça vous donne aussi l'occasion de nous proposer des films de merde pour Noël, donc voilà, n'oubliez pas ce pouvoir Yep. de nuisance. Et puis on a aussi commencé à faire quelques premières soirées de diffusion nanar sur le Discord et compagnie, on en fera sans doute d'autres. Mais voilà, c'est très sympa. Et aussi, niveau des plateformes, on est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur iTunes, on est sur Spotify, on est sur PodCloud et on est sur Podcast Addict. N'hésitez pas, tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux, les notations, ce genre de choses, c'est toujours une énorme source de motivation, bien sûr. Et puis, ça nous aide à gagner en exposition pour que, à terme, on se permette de devenir des salopards et qu'on se mette à vivre de la YouTube money et puis qu'on puisse réserver des salles de cinéma pour faire des soirées nanar. Voilà. Parce que la nuit exactement. nanarlande c'est bientôt terminé, donc voilà, il faut qu'on ait cet objectif, messieurs dames. Tout à Donc fait. s'il vous plaît, aidez-nous.
aidez-nous à vous aider. Oui, exactement. Faut qu'on devienne très connu. Bah oui. Comme ça, après, Plus on peut de ça, réserver le Grand Rex. l'option de prendre l'argent de la chaîne et de partir à Dubaï, récemment, c'est plus trop possible. Donc, Tout à fait. Et puis, il faudrait qu'il y ait de l'argent pour que je parte avec l'argent. Donc, vraiment, vous inquiétez pas là-dessus. Hein. C'est pas du tout... voilà. Mais promis, le jour où je touche 1 euro, ce sera le plus beau jour de ma vie. Tu feras comme Picsou, ça sera ton sous-fétiche, tu le mettras sous verre. c'est ça, on Exactement. l'encadrera. Voilà. Tout à fait. Enfin voilà. Du coup, messieurs, dames, sur ce, on vous dit à la prochaine. Et des gros bisous. Ciao tout le monde. Bisous, salut. Des bisous et à la prochaine.